Chers tandémistes, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau rendez-vous sur Tandem 2.0, une nouvelle rubrique que j'ai le plaisir de vous présenter avec mon ami Greg Weitz. Greg, qu'on a l'habitude de retrouver et d'écouter sur des rubriques sportives et qui ce soir nous propose de nous pencher sur les grands procès qui ont jalonné l'histoire d'Israël, des procès qui ont marqué et influencé la société israélienne. Salut Greg. Salut Galit. Comment tu vas ? Très très bien. Alors moi je suis ravie de te retrouver, puis c'est pas anodin parce que on va faire cette rubrique donc sur les grands procès qui ont jalonné l'histoire d'Israël. Et ben oui, c'est toi ce qui nous l'a proposé parce que ton métier c'est pas journaliste sportif, c'est bien avocat. C'est pas très original, j'avoue, Ouais, mais voilà, non effectivement. Alors pour ce premier numéro des grands procès, qu'est-ce que tu nous proposes ? À quoi on s'attaque ? Alors on va parler aujourd'hui d'un procès que pas tout le monde ne connaît, je pense, qui est en fait le deuxième procès d'un nazi en Israël. Après le procès Eichmann que tout le monde connaît, il y a eu le procès de John Demjanjuk. John Demjanjuk. Alors John Demjanjuk, c'est qui ? Parce qu'effectivement, c'est un procès qui a bouleversé la société israélienne pendant quelques années, mais nous, en tant qu'Olim Hadashim, on était peut-être loin, peut-être jeunes à cette époque-là, on ne connaît pas très bien. C'est marrant que tu poses cette question parce qu'on ne sait toujours pas qui c'est en fait. En fait, la finalité de ce procès, c'est qu'on ne sait pas qui c'est. Ouais. John Demjanjuk, c'est un criminel nazi, sûrement, qui a été arrêté dans les années 80 aux États-Unis, qui a été extradé en Israël pour faire face aux juges israéliens en prétendant qu'il a été donc un des gardes d'un camp de concentration à Treblinka. Et durant son procès, plus de 13 témoins, je pense, des rescapés de la Shoah sont venus et ils ont identifié en fait John Demjanjuk comme étant Ivan le Terrible. Alors Ivan le Terrible, il était un petit peu plus qu'un garde ou qu'un gardien de camp de concentration, au camp de la mort. Exactement. Ivan le Terrible, on a eu énormément de témoignages en fait de rescapés, qui était un sadiste, une personne terrible malheureusement, qui tuait de manière tout à fait sadique les femmes, les enfants, qui poussait les gens dans les chambres à gaz. Et donc on a eu ces témoignages de 13 rescapés qui ont reconnu John Demjanjuk comme étant Ivan le Terrible. John Demjanjuk, il vit aux États-Unis depuis les années 50. Il y est allé après la guerre. Dans les années 70, il est reconnu comme étant un ancien membre des SS, des nazis d'Ukraine. Et c'est qu'en 1983, Israël fait une demande d'extradition. Et c'est qu'en 1986 qu'il sera effectivement extradé vers Israël pour avoir un procès, donc pour y être jugé. Donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est le deuxième grand procès d'un dignitaire nazi. Et là, vont commencer 7 ans de drame, en fait. Tout à fait. Alors, déjà, Demjanjuk, comme tu as dit, a émigré aux États-Unis en 1951. Et puis, dans les années 70, après qu'il ait 20 ans de vie paisible dans sa ville à Cleveland, un journaliste donne des informations en fait au procureur américain en disant voilà, moi j'ai une liste de plus de 75 personnes ukrainiennes qui avaient un rapport de près ou de loin avec le régime nazi. Et donc de ce fait, sa nationalité a été retirée, sa nationalité américaine a été retirée, et une demande d'extradition, comme tu as dit, a été déposée et réalisée en fin de compte. Et en Israël, on arrive donc dans les années 1983, je pense, effectivement, au second procès d'un criminel, ou un présumé criminel nazi en Israël. Et bon, Israël a déjà une expérience un petit peu. Il ne faut pas oublier que la seule peine capitale qu'il y a eu en Israël, c'était lors de l'exécution du premier criminel nazi, Adolf Eichmann. Et donc là, Israël, de nouveau, on revient un petit peu 30 ans plus tard, 30 ans après le premier procès, 20 ans plus tard, je pense.
ouais, enfin plus ou moins ça, a jugé un criminel nazi devant un tribunal, devant 3 juges de la cour régionale israélienne. Une cour pénale. C'est une cour pénale, tout à Donc, fait. 3 juges. 3 juges qui sont là. Commence en 1987 ce procès. Donc là, il y a des témoins qui défilent à la barre, il en restait encore à l'époque quelques-uns, qui le reconnaissent, qui disent que c'est lui, qui racontent les horreurs qu'il a fait subir à des centaines de milliers de juifs dans ce camp de Treblinka. Tout à fait. Et il est représenté à l'époque, il est venu des États-Unis avec son avocat américain, Mark O'Connor, mais c'est là où ça devient intéressant parce qu'à Eichmann, je ne sais pas, je n'avais pas suivi, je ne sais pas s'il avait eu un avocat israélien, mais en tout cas là, John Demjanjuk se retrouve à être défendu par un avocat israélien. Alors, il y a un avocat israélien effectivement qui s'appelle Yoram Shaftel, qui est un avocat sulfureux. Voilà, sulfureux, c'est le terme, qui a l'habitude, qui était un jeune avocat à l'époque, Ouais. qui s'est fait connaître parce qu'il a défendu le mafieux américain, juif américain Meir Lansky, Ouais. qui avait été interdit en fait d'immigrer en Israël. Et c'était le premier juif qui avait été, je pense, refusé d'immigrer en Israël parce qu'il avait des problèmes pénaux en Israël, aux États-Unis. Et donc, il fait partie donc de cette défense. Et durant le procès, les juges ne laissent quasiment pas de doute au fait que John Demjanjuk est effectivement Ivan le Terrible, celui qui a tué ou aidé à tuer, du moins, comme tu dis, énormément, des dizaines de milliers, si pas plus, de juifs à Treblinka, et ce suite à plus d'une dizaine de témoignages de personnes qui confirment que cette personne-là est bien Ivan le Terrible. Alors on arrive en avril 88, et en avril 88, il est reconnu coupable par les 3 juges donc de cette cour pénale et condamné à la peine de mort par pendaison. Donc à ce moment-là, on pense que c'est bon, justice a été rendue, sauf que lui, il vient d'abord, il est assez arrogant, il a ce comportement de John Demjanjuk où il reconnaît rien, il avoue pas, il dit ce n'est pas moi, je n'ai jamais été là dans ces moments-là, etc. Donc il est vraiment droit dans ses bottes. C'est aussi un personnage assez particulier. Par exemple, quand il est extradé en Israël, donc ça c'est une petite anecdote, quand il est extradé en Israël, il descend de l'avion, donc il arrive en Israël, à sa descente d'avion, donc on lui met les menottes, il est récupéré par la police israélienne, et là il demande à embrasser le sol, la terre d'Israël, comme s'il arrivait en terre sainte, un truc assez hallucinant d'ailleurs qui lui est refusé, il lui rit même au nez les policiers, et hop il l'embarque donc dans sa cellule, il a un petit jardin, il recouvre sa cellule de tous les témoignages de soutien qu'il a pu recevoir aux États-Unis, en Ukraine, de par le monde, de cartes postales, alors c'est un fervent catholique, en tout cas chrétien, je ne sais pas trop s'il est catholique. Et donc, il est condamné à mort, mais il n'accepte pas, il décide de faire appel, il évince son avocat américain, et ne reste que Yoram Sheftel, cet avocat israélien, qui va aller donc mener cet appel à la Cour suprême. Et, tout à fait. Et ce qui est important, c'est que toute la défense de Demjanjuk, il dit toujours, moi, j'ai combattu avec l'armée soviétique, j'ai été fait prisonnier de guerre, et après ça, je suis resté dans ces camps de prisonniers de guerre où j'ai été forcé par les nazis à faire des travaux de gardiennage un petit peu à droite à gauche, mais qui n'avaient rien à voir avec le meurtre de juifs, de dizaines de milliers de juifs dans les camps. Et ça, c'est sa version à lui. Il dit qu'il n'était pas à Treblinka. Il n'était pas à Treblinka, il n'était même pas à Sobibor, il était nulle part. Il était dans une unité qui était destinée aux soldats de l'armée soviétique, aux soldats de l'armée russe à ce moment-là. Et toute sa défense, c'est « je n'y étais pas, ce n'est pas moi ». Vous vous trompez de personne. Ce n'est pas moi. Donc, donc on est un petit peu dans le doute. Et dans ces années-là, les relations entre Israël et l'ex-URSS se réchauffent un petit peu. Alors, il faut dire qu'il y a la chute du mur de Berlin, ça aide. Exact. À ce moment-là. Et le procureur dans ce dossier
reçoit des informations selon lesquelles, en Russie, il y a eu un procès durant lesquels une vingtaine d'anciens gardes ukrainiens formés par les SS, donc des gardes dans des camps de concentration, parlaient justement de leur rôle à Treblinka. Et dans tous les témoignages de ces gardes, le nom de Demjanjuk n'apparaît jamais. Et il décide donc de voyager en Russie, d'aller un petit peu creuser, d'aller un petit peu voir quels sont les documents qui seraient à sa portée. Là, tu parles du procureur, c'est même pas la défense qui fait ce travail. C'est même pas la défense, tout à fait. C'est le procureur qui fait ce travail. Et le procureur a dit, je suis en anglais, un civil servant, je suis un fonctionnaire public. En fin de compte, mon rôle est que justice soit faite, bien évidemment, mais que la vérité éclate aussi. Et si j'ai un doute, je ne peux pas me permettre, en tant que représentant de l'État, de ne pas un petit peu creuser ces informations, de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ça. Donc, il voyage, il récupère des informations et il constate que donc plus d'une vingtaine de personnes qui étaient des gardes SS d'origine ukrainienne à Treblinka ne connaissent pas John Demjanjuk. Et là, Shaftel, qui est l'avocat de la défense, se saisit, il récupère tout ça, il amène toutes ces informations-là auprès de la Cour suprême en disant c'est pas lui. Et même si on ne sait pas le prouver à 100%, il y a un doute raisonnable, suffisamment raisonnable que ce n'est pas lui, et c'est pour ça qu'il faut l'acquitter. Donc en 91, ce procès en appel qui... pendant ce deuxième procès, donc il y a ces témoignages, mais il faut comprendre ce que j'aimerais transmettre à nos spectateurs, c'est ce climat émotionnel dans le pays et dans cette salle d'audience tous les jours, parce qu'il faut comprendre que il y a John Demjanjuk, il y a cette défense par cet Israélien qui est un peu considéré comme un traître, pas un peu, et même carrément à l'époque considéré comme un traître à la nation. Et puis il y a tous ces rescapés à qui on dit, là, pendant ce procès où on apporte des preuves de ce doute, en fait, on n'apporte pas des preuves, on instille le doute, et là, on leur dit, en fait, s'il y a un doute, c'est que vous n'êtes pas crédibles, c'est que vos témoignages ne sont pas crédibles. Et ça, pour des gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, c'est intolérable, c'est insupportable. C'est vrai, c'est fou, parce que ça veut dire, donc, si c'est pas lui, ça veut dire que ces mêmes témoins sont des menteurs. Ouais. Et bon, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que Ivan le Terrible, selon toutes les traces historiques qui avaient à réellement exister, et donc les tortures et les horreurs qu'il a fait ont été faites effectivement. Ce qui se passe, par contre, c'est que a priori, ces mêmes témoins, peut-être ou peut-être pas, on ne sait pas, se sont peut-être trompés en pensant que John Demjanjuk était ce même Ivan le Terrible. Ils voulaient peut-être tellement voulu que ce soit lui. Peut-être. Ils ont peut-être effectivement tellement voulu que ce soit lui. Et par rapport à ce climat, on peut revenir effectivement une vingtaine d'années en arrière au procès à Eichmann, où là, le pays vient de se créer. C'est la première fois qu'on amène un criminel nazi à la barre. Et là, la parole en fait des survivants de la Shoah avait été souvent mise en doute par des Israéliens de naissance ou par des Israéliens qui étaient ici en Israël durant la guerre, qui disaient mais c'est quoi ces gens qui se sont pas révoltés, qui se sont pas battus, qui étaient faibles, vos histoires, c'est pas, ça représente pas l'Israélien fort qu'on veut être. Et c'est la première fois où Israël en entièreté s'est uni autour de ces mêmes rescapés de la Shoah parce qu'ils ont entendu des vraies histoires et ça leur a pas mis ça en doute. Et pour Demjanjuk, c'est un petit peu l'émotion est la même, mais c'est la première fois. On revient sur le doute. En tout cas, c'est pas qu'on remet en doute leurs histoires, mais en tout cas, à nouveau, comme au départ, on les faisait taire parce que du coup, comme on leur disait, mais comment vous avez pu supporter ça, etc. Comment vous n'êtes pas comme tout ce que tu disais, ça fait qu'ils ont pas, comme ailleurs d'ailleurs, comme en Europe, ils n'ont pas raconté. Exactement. Du coup, ils n'ont pas raconté tout de suite. Il a fallu quand même cette période de 20-30 ans pour que quand même la parole commence à se libérer. Et là, enfin, elle se libère et ils racontent et on ne les croit pas. Et voilà. Et c'est pas qu'on ne les croit pas, exactement.
c'est qu'on émet un doute sur la question est-ce que Demjanjuk est Ivan le Terrible sur l'identité de ce type. Et en fin de compte, selon le droit israélien, quand il y a un doute dans un procès pénal, on bénéficie de l'accusé et on l'acquitte. Et malgré le fait qu'aucun des juges ne pensait que son histoire était véridique, parce qu'ils savaient pertinemment que c'était pas possible ce qu'il racontait, ils ont dû, il y avait une phrase célèbre que tu vas nous redire tout de suite, mais ils ont dû l'acquitter parce que la valeur du droit, ou la valeur suprême du droit et du procès juste, était supérieure au fait qu'il fallait acquitter un... C'est ça. Alors je l'ai noté parce que franchement ça m'a pas mal bouleversé, parce qu'il faut donc, comme on disait, acquitter au bénéfice du doute, à l'unanimité par les 5 juges, donc vraiment on ne peut pas revenir là-dessus, 5 juges de la Cour suprême, et l'énoncé du jugement qui est dit par le président de la Cour suprême, Meir Shamgar, d'après ce qu'il dit, on sent effectivement, comme tu le disais, que d'après le droit, il n'avait pas d'autre choix que d'acquitter John Demjanjuk, et il dira lors de l'énoncé, il dira « La perfection n'est pas du ressort d'un juge fait de chair et de sang. » On aimerait que ça le soit. On sait qu'il a fait ces choses-là, mais le doute fait que ça doit être au bénéfice de l'accusé. Et ça, c'est vraiment terrible, parce que là, dans la salle d'audience, quand on voit les images d'archives, c'est des pleurs, c'est des cris, c'est des hurlements. On a l'impression que ces rescapés revivent une deuxième fois ce qu'ils ont déjà eu. Et ils sont... moi, j'en ai pleuré. Quand j'ai vu les images d'archives en préparant l'émission, j'en ai pleuré. Vraiment, ça m'a bouleversée. Alors qu'on avait en première instance, et pareil aussi dans ces images d'archives, les juges de la première instance, les 3 juges qui l'avaient condamné à mort, aujourd'hui encore disent « on est sûr que c'était lui ». Mais malgré tout, alors, il y a ce doute, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, visiblement, Ivan le Terrible, son vrai nom, c'était Ivan Marchenko. Et quand John Demjanjuk, comme quoi, tu vois, quand John Demjanjuk remplit ses papiers pour immigrer aux États-Unis, donc ses papiers d'immigration, on demande dans les documents le nom de jeune fille de sa mère. Et là, il note Marchenko. Donc, c'est une coïncidence qui est quand même pas banale. Exact. Et quand on lui demande, qu'est-ce qu'il dit ? Quand les juges le questionnent par rapport à ça, il dit qu'en fait, il ne se souvenait plus du nom de jeune fille de sa mère. Et donc, il a noté un nom qui était tout à fait commun chez les Ukrainiens, Marchenko, comme Dupont ou Dubois. Par hasard. Par hasard, j'ai mis Marchenko et c'est tout. Bon, c'est clair que ça fait assez gros, c'est trop gros pour être vrai, comme on dit, mais c'était son explication. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un point d'interrogation, savoir si effectivement Demjanjuk était, oui ou non, ce même Ivan Marchenko, Ivan le Terrible. Et donc, il a été libéré. Et comme tu dis, ça a donné des frissons. Moi, ce que je trouve quand même d'un courage fou, j'ai envie de te dire, c'est cette capacité de 5 juges qui, je pense, chacun avait son histoire un petit peu en relation avec la Shoah aussi, oui, je dis de manière ou d'une autre. Ils sont plus tout jeunes, ashkénazes, pour la plupart, ou tous peut-être. Donc, évidemment, il y a une histoire personnelle exactement. Et un lien. Et malgré tout, ils sont capables d'acquitter quelqu'un qui a probablement assisté ou tué des dizaines de milliers de juifs durant la guerre. C'est quelque chose, je trouve, qui est fou. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre terme, qui est fou. Et donc, il part, il retourne aux États-Unis. Là, il récupère sa citoyenneté américaine. Ah, il récupère sa citoyenneté. Même le tribunal américain critique vivement le procureur américain, comme quoi ils ont été trop vite dans la décision de l'extrader ou de lui retirer sa nationalité. Et donc, il continue sa vie, en fait, encore pendant quasiment une vingtaine d'années en Amérique, tout à fait normalement, jusqu'au jour où
nouveau rebondissement dans l'affaire. L'Allemagne demande son extradition aussi. Et là, on est en 2000... non, récemment. Oui, en 2009, je pense. 2009, c'est 2009. ça. Ouais. Et l'Allemagne demande cela sur base de nouvelles informations selon lesquelles il aurait été non pas un garde ou un garde SS à Treblinka, mais à Sobibor, un autre camp de concentration, et qu'il aurait, il aurait participé au massacre de plus de 28 000 juifs. Et donc, de nouveau, rebelote, on lui retire sa nationalité américaine, on l'envoie en Allemagne, extradé, et un nouveau procès commence à ce niveau-là, et le même narratif, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et là, il y a la technologie qui rentre un petit peu, on va dire, dans la danse. Mm-hmm. Et il y a des photos d'archives qui sont sorties un petit peu de nulle part, qu'on retrouve un peu de musées de droite à gauche, où on voit une photo de quelqu'un qui ressemble jeune, très fort à Demjanjuk, qui est avec d'autres gardes qui sont des gardes à Sobibor. D'accord. Et on pense, du moins, que c'est lui. Lui, il réfute bien évidemment. Donc là, il devient quand même très vieux. Exactement. Il a quoi, plus de 80 ans, 90 ans, même, je crois, ouais. Non, 85 ans. Ouais, 85 ans, quelque chose comme ça. Il y va. Première instance, pareil, procès, condamné à 5 ans. Exact. 5 ans de prison. Et donc là, encore une fois, la condamnation n'est pas parce qu'il est Ivan le Terrible, non, mais parce qu'il est John Demjanjuk. Exactement. Criminel nazi qui a aidé au massacre de Juifs à Sobibor. Ouais. Au camp de Sobibor en tant que gardien du camp. Donc voilà, condamnation à 5 ans. Pareil, le mec, il a passé sa vie, il n'a pas accepté son sort. C'est Chef Haneshamot, comme on dit en hébreu. Et donc, condamné à 5 ans, il fait appel. 85, 90, il s'en fout, il fait appel. Et sa santé se dégrade, donc il est placé entre la condamnation et le procès en appel dans une maison de retraite médicalisée, et il meurt à 91 ans, avant même le début du procès, de son deuxième procès en Allemagne, de son procès en appel. Donc il meurt en tant qu'apatride en Allemagne, et il aura été finalement jamais condamné. C'est ça. Terrible. C'est terrible parce qu'on sait, il y a trop d'informations et trop de témoignages et trop de preuves qui prouvent qu'il a été en fin de compte complice du régime nazi, que ce soit à Treblinka en tant que Ivan le Terrible ou que ce soit à Sobibor en tant que garde, et que son histoire d'après-guerre ou d'entre-guerres est fausse, parce que c'est pas ce qu'il disait, c'est pas vrai. De toute façon, il a menti. Il a menti quelque part. Il a fait pendant la guerre. Voilà. Mais est-ce que c'est lui, Ivan le Terrible, ou c'est juste entre guillemets un garde SS du camp de Sobibor? Ben, on le saura jamais. On le saura jamais. Il a emporté son secret avec lui dans la tombe. Exact. Alors toi, en tant qu'avocat, en tant qu'acteur de la justice israélienne, quel regard tu portes justement sur cette Cour suprême, sur cet acquittement, sur ce jugement et sur ce que ça dit sur la justice de notre pays? Dès que j'ai commencé mes études de droit en Israël, on a toujours dit que la justice israélienne est prisée dans le monde entier, au même niveau que la technologie, la haute technologie, etc. C'est parce que pour la capacité de donner des décisions de justice avancées, droites, qui mêlent plein de thèmes juridiques, sociaux, etc. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. Bon, bien évidemment, en plus, au fur et à mesure que les années avancent, on s'imprègne un petit peu plus du droit et on comprend effectivement la raison de ça. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde dont les juges sont capables de faire une telle distinction entre leur personne et la justice et le procès qu'ils veulent rendre et la valeur de cette justice. Et donc je pense qu'en fin de compte, tout ce qui se passe un petit peu, l'ambiance qui est un petit peu aujourd'hui malheureusement dans le pays, qui parle de ces juges, il ne faut pas oublier que pour la plupart du temps, ils
j'espère du moins, j'ai envie de te dire, j'espère, mais que certains juges ici viennent pour justement appliquer la loi et de la manière la plus objective qui soit. Et on a parlé un petit peu avant de faire l'émission, qu'est-ce qui serait passé s'ils avaient un petit peu tordu la règle, tordu le coup. Juste à la loi, voilà, juste lui tordre un petit peu le cou pour pouvoir condamner quelqu'un qui de toute façon méritait d'être condamné. Exactement. Peu importe si c'était Ivan le Terrible ou pas. Exact. C'était pas clair. Il a fait des choses pendant la guerre. Il n'était pas blanc-bleu, j'allais dire. Il n'était pas, il n'était pas innocent. De toute façon, il n'était pas innocent. Coupable d'être Ivan le Terrible ou pas, on ne sait pas, on ne saura jamais. Mais en tout cas, pas innocent. Et ils ont su vraiment rester dans les rails. Ils ne sont jamais sortis. C'est admirable. C'est admirable d'un point de vue moral. Maintenant, voilà. Est-ce que les dégâts que ça a pu faire, moi, encore une fois, en préparant l'émission, quand j'ai vu les réactions des témoins et des rescapés, ça m'a bouleversée. Et voilà, c'est-à-dire que oui, mon cœur, mes tripes me disaient ils auraient dû dû tordre le cou à cette loi. Mais voilà, c'est bien pourquoi je ne suis pas juge à la Cour suprême. Non, moi non plus, mais je pense que ce qu'ils ont pu voir aussi, c'est le fait de ne pas causer de précédent. Et si ça avait été fait une fois, ça aurait pu être fait dans d'autres cas. Ça aurait fait jurisprudence. Dans d'autres circonstances. Et je pense qu'ils ont voulu préserver cette intégrité et cette pureté, cette pureté du droit. Et en fin de compte, il est mort. Alors là où on va peut-être pas être d'accord, mais c'est pas le seul sujet sur lequel on sera pas d'accord, Greg, pour ceux qui nous connaissent un peu, ils savent. C'est que toi, tu dis qu'aujourd'hui, on devrait peut-être un peu plus respecter cette juridiction, etc. Mais aujourd'hui, dans le monde, vraiment, dans le monde en tout cas auquel moi je m'intéresse, c'est-à-dire la France, les États-Unis, Israël, j'ai l'impression que contrairement à ce qu'il y a pu y avoir dans ces époques-là, la justice, elle est traitée aujourd'hui avec plus d'idéologie qu'à l'époque. Et donc, comme elle est plus idéologique, elle est moins objective. C'est mon avis qui est tout à fait personnel. Je sais que le tien, je te laisse l'exprimer, est complètement différent. Il y a un sentiment toujours de penser que ce qu'il y avait avant, c'était mieux. Ah oui, moi je suis complètement comme ça. Moi, je suis et donc, à l'époque, on disait il n'y avait pas de corruption en Israël chez les politiciens, ou il n'y avait pas de... Et il s'avère que quand on creuse un petit peu, il n'y avait pas moins de choses tordues qu'il y en a aujourd'hui, malheureusement. Elles étaient peut-être plus cachées. Elles étaient peut-être plus cachées, exactement. Mais je pense que malheureusement, le trop plus d'informations, les réseaux sociaux, etc., font qu'énormément de gens... pas que je pense que ceux qui ne pensent pas comme moi n'ont pas cette capacité, mais énormément de gens, des fois, utilisent un manque d'information et un manque de connaissances basiques de certains sujets, et là on parle du droit, pour prétendre des choses qui je ne peux pas penser ou j'ai du mal à penser qu'ils sont vraies. Alors c'est vrai que les juges sont des hommes, mais en fin de compte, je crois qu'il y a ces gens, ces personnes jugent toujours dans l'intérêt, je pense, de la vraie justice. Et c'est ce que je pense qui se passe encore aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, la Cour suprême, que tu le veuilles ou non, est composée d'une variété de juges, que ce soit des religieux, des arabes, des gens de droite ou des gens de gauche. C'est relativement varié. Je pense qu'il faut savoir les respecter, redonner un petit peu le respect qu'il aurait dû et surtout le rôle qu'il aurait dû dans une société israélienne qui a tellement de sujets de contradiction, tellement de sujets de société qui divisent les gens. Oui. Et ils ont toujours été là, je pense, depuis le début de l'histoire, et on va en parler dans cette nouvelle rubrique, pour aider à cette société qui n'a que 73 ans à trouver un certain calme et une certaine stabilité, en fin de compte. Une certaine sérénité. Bah, écoute, c'est sur ces notes optimistes toujours dans lesquelles je vais te rejoindre pour une fois qu'on va se quitter.
Merci beaucoup Greg pour cette Merci à émission. toi. Alors moi, elle me passionne cette rubrique, tu l'auras compris. J'espère que j'ai su le transmettre. Et puis j'attends le prochain sujet que tu vas nous préparer avec grande impatience. Et je serai là pour le présenter avec toi si tu veux toujours de moi. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de ces grands procès de l'histoire israélienne. Bonne soirée. Au revoir.